Salut tout le monde, Salut, comment salut. ça va? Comment ça va, Simon? Je sais toujours pas faire des chœurs avec les doigts. J'ai appris que la nouvelle génération. Vous T'as me même- parlez de chœurs coréens. C'est ça, t'as même tenté avec les majeurs là. Ouais, mais je me suis fait mal. Ouais, Élongation. Tyrese Maxi pour moi. compliqué. Au-delà de ça, Non, comment ça va, Simon? Ben ça va. Et c'est vrai, Robin, un petit Ouais. check. Et puis les gens en commentaire, effectivement, je trouve que c'était une bonne réflexion. On peut commencer cette émission par là, la 8e déjà. Faut qu'on se trouve un petit rituel de questions. Alors c'est vrai que le quand est-ce qu'on mange, il est un peu. Ouais, on veut s'en démarquer un peu, mais c'est vrai que nos intros sont un peu courtes parfois. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi soir? On va à l'apéro, mais on va pas faire quand est-ce qu'on boit. On n'est pas. Qu'est-ce qu'on boit? Ça prend une autre tournure. Ça va être compliqué. Non, puis le quand est-ce qu'on mange, moi j'aime bien quand même, mais c'est vrai que c'est le rituel des top 10 du lundi et tout, même si j'ai... Peut-être qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Ça peut être un truc. Est-ce qu'il y a Qu'est-ce un... qu'on fait ce quelque week-end? Ça Tout peut être ce simplement. genre de C'est vrai question. qu'on est vraiment en entrée de week-end. Mmh. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Bonne question. Du En coup plus, je sais Ah pas. bah tu t'es Ouais, je me suis mis tout seul. auto-trappe. Ouais, non, bah, en vrai, je vois des amis. Je travaille sur le match des Spurs samedi soir. Pas de folie sur le papier. Peut-être un apéro ce soir avec des amis. Et pareil, c'est pas dingue. Rien de D'accord, donc d'incroyable faut de très qu'on trouve une question Faut qu'on- d'entrée pour le Week Pass. Mais toi, t'as des trucs prévus ce week-end? Garderie pour moi ce week-end. Garderie. Je suis en mission garderie, ça va passer vite je pense. Et Ouais. peut-être du coup un petit ciné, je vais voir ce qu'il y a un peu pour les... J'ai entendu à l'affiche. très bonne chose sur. J'ai vu Marty Suprême qui était sympa. Ouais, mais j'ai Et- comment dire, une contrainte, faut que ce soit un peu pour enfants. D'accord, donc ça a pas marché ma deuxième, mais j'ai entendu de bonnes choses sur. J'ai pas le nom du film, mais autour de la maison des femmes. Apparemment, le film Ok. est assez exceptionnel. Je voulais regarder là tout à l'heure. Si vous avez des suggestions de questions, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, pourquoi pas, ou d'autres, voilà. Et Ouais. ça pourrait nous servir un peu pour cette intro. Exactement. En attendant, on va aller sur les rubriques habituelles Oui, de oui, l'émission. On va on commencer va sur. commencer Pardon, excusez-moi. sur les news de la semaine. Une semaine assez chargée. Clairement, une belle semaine de NBA. Là. On a eu plein de trucs hein, pour une semaine de mi-mars. Et à commencer par un record là, qui vient de tomber. Oui. Tout simplement, Shai Gilgeous-Alexander qui vient d'enchaîner 127 matchs à plus de 20 points de suite. Donc Shai, Wilt, Gilgeous, Chamberlain, Xander. Exactement. Parce que c'est ça, hein, il dépasse maintenant, on en avait parlé, mais il dépasse Wilt Chamberlain au nombre de matchs consécutifs à 20 points, c'est ça? C'est ça. Ouais, on vous en avait parlé la semaine dernière dans le trophée. Mais bah maintenant, donc c'est c'est fait. C'est à peu près la seule news qu'on a donnée, à part que c'est quand même n'importe quoi. On en parle comme Ah si c'était bah, complètement classique, mais 127. Ouais, ça fait quand même quasi 2 saisons. Non, peut-être pas tout à fait, mais surtout, pas loin, surtout à voir, parce que là, la série est encore en cours en fait au moment où on parle. Ouais. C'est ça qui est intéressant, à voir jusqu'où il peut la porter. On a de souvenir parce qu'on l'avait noté la semaine dernière, ça avait commencé en octobre 2024, donc c'est ça en fait. Ça va bientôt faire 2 saisons. S'il va au bout de cette saison régulière. T'imagines, il nous fait tout le Week Pass comme ça. Shai est toujours à 20 points. Écoute. On pourra faire l'update. En tout cas, la série de LeBron s'est terminée, celle des plus de 10 points pendant 20 ans, mais Ouais. celle de Shai est encore bien d'actualité. Plus malheureux, entre Oui. guillemets, chaque semaine on vous parle un peu des blessures. Bah, c'est le point blessure. Mm. Alors, on a 2 blessés cette année. Cette semaine. Bah, ils s'étaient déjà blessés techniquement, mais on a appris que leur blessure serait un peu plus longue que prévu. Et c'est dans 2 équipes sur la mauvaise pente Ouais. dans le play-in. C'est Steph Curry, encore 10 jours, mais le genou a pas l'air d'aller mieux. Et Tyrese Maxey, encore un peu plus long, lui c'est encore 3 semaines, donc presque jusqu'à la fin de la saison régulière. Les Sixers vont devoir faire sans, pour l'instant, Embiid, blessé aux obliques il me semble, Ouais. sans Maxi, Ouais. sans Paul George, toujours suspendu, Ouais. et sans Kelly Oubre Qui aussi. s'est blessé pour là ils annonçaient 2 semaines. Et C'est ça. peut-être j'ai des bêtises, mais il me semble que Capchcombe aussi à un moment était pas là parce qu'il y a vraiment une équipe C de Philadelphie. Alors j'ai pas. Il a raté 1 ou 2 matchs, mais je crois que Et, ça a l'air d'aller mieux. mais c'est vrai que c'est une dynamique alors qu'on se disait, on pouvait même espérer que Philadelphie joue un peu les troubles fêtes pour la qualif en playoff, le play-in, tout ça et tout. Et là ça va être compliqué là le dernier mois de saison régulière pour les Sixers. Et puis on le verra quand on vous montrera le classement, mais les équipes juste derrière, les Hawks ou encore les Hornets sont en bonne ça forme, pousse. donc il y a de bonnes chances que les Sixers puissent glisser pardon, jusqu'à la 10e place. Et on le sait, quand on est 10e pour aller en playoff, il faut gagner 2 matchs à l'extérieur sans La mission petit serait échec. très 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 ardue pour les Sixers. Mais, Surtout si Maxi est pas bien en rythme, etc. Bref, c'est vrai que beaucoup de monde les voyait en mode sleeper cette année. Là, les blessures tombent au moment. C'est un peu l'histoire de cette franchise, mauvais malheureusement. timing. Plus joyeux, Oui. d'un ancien de la maison, Oui. un Français qui était en plus dans notre météo des franchises la semaine dernière, Nico Batum. Pourquoi il est à côté de Kobe, Simon? Parce qu'il a battu tout simplement, enfin il a dépassé Kobe au nombre de 3 points.
C'est quand même fou, Ouais. je trouve. Ouais, c'est Inscrit en NBA tout simplement, dans sa carrière. Rentrer dans le top 30. Donc la modernité du jeu aide évidemment un peu Nico, mais il faut surtout souligner la longévité, parce que ses premiers 3 points, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il les a mis. Kobe jouait évidemment encore. J'ai plus en tête la draft exacte de Nico, mais De tête, je dirais 2008. Ouais, j'étais entre 2007, 8, 9. Donc voilà, 20 ans de NBA, et je sais plus combien ça le met au total, ça je peux te le dire. Si, il est rentré dans le top 30, il est 29e. Ça, c'est pas juste dépassé ou Kobe, 30e, mais il est 29 ou 30, quoi. Donc, c'est beau. Très beau. Et en plus, enfin, pas en plus, mais j'aimerais savoir combien il y en a de 3 points où il ne descend pas la balle en dessous de sa tête. Faudrait la stat dans la stat, mais qui est presque appelé un bateau. Moi, je trouve que c'est vraiment lui. Bon, il y a Klay Thompson aussi qui le maîtrise, ce geste. On le voit de plus en plus. Le côté, je sais plus qui j'ai vu en faire un la dernière fois, ça m'a surpris. Mais ce côté sans charger, de vraiment pas descendre la balle. Et je trouve que Batum, alors peut-être encore plus pour nous les Français, mais hyper associé à ce geste. Bah ouais, c'est devenu un peu son geste signature. Il y a aussi. Qu'est-ce que j'aimerais savoir faire ça. Ouais, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai qu'en plus, il s'est dessiné tard dans sa carrière, quoi, ce geste signature, parce qu'il l'avait pas aussi bien forcément. Non, avant, il a développé. Il avait un catch and shoot, puis au fur et à mesure de plus en plus efficace. Mais là, on est sur une épure dans le geste qui est même assez. Moi, je trouve ce geste vraiment cool, quoi. Il y a un côté d'être aussi précis avec une efficacité de moyens comme ça et tout. Il y a vraiment. Puis il faut une force dans les bras. Oui, aussi. Si vous le tentez, vous risquez de faire un airball à la maison, on vous donnera pas. Comme ça, faut contrôler. Clairement. Matas Bouzelis, il a beaucoup moins de longévité. Mais dans les news de la semaine, parce qu'il la même nuit qu'une autre grosse performance dont on pourrait reparler. C'est vrai qu'il a été un peu éclipsé. Il y a un mec qui a foutu 2 fois plus de points que lui, en fait. C'est ça. Parce que Matas, ça fait son record personnel. Ouais, 41 points contre les Warriors en overtime. Donc déjà le début d'une belle semaine. Et ils sont dans leur road trip là, dans l'Ouest. Ils venaient notamment de perdre contre les Kings. Oui. Je sais plus si vous n'avez pas joué Phoenix entre temps et vous avez gagné. Non, il me semble. Il y avait pas. C'était juste avant. Game. Ouais, c'est le Sexton Game là où il fout 30. Ce qui était intéressant dans ce match. Alors, là, je rebondis sur Bouzelis, mais contre les Warriors, c'est avant qu'on enchaîne sur Bouzelis. C'est que Guidi et Bouzelis font quasiment leur meilleur match sous les couleurs des Bulls, parce que Guidi, alors Bouzelis met énormément de points, même s'il est pas, il arrose pas mal à 3 points, mais il est très bon aux 2 points. Je crois qu'il fait 5 sur 11, 5 sur 15. Il y a un truc. Je l'ai pas parfaitement. Par contre, Guidi fait un match assez incroyable dans la gestion. Il fait un triple-double, il me semble, assez balèze. 17 passes décisives. Je crois qu'il refait un triple. Enfin, je sais pas s'il fait triple-double hier, mais il remet 15 passes décisives. Et hier, c'est contre les Lakers, et on a pris un petit 51-9-10 je crois de Luka Doncic, un truc comme ça. Alors hier Guidi contre les Lakers il fait 25-15-8, 8 rebonds donc 15 passes, et Doncic vous en colle 51 à 17 sur 31 au shoot, 9 sur 14 à 3 points, 8 sur 9 à 3 points, 10 rebonds, 9 passes, donc à une passe du triple-double. C'est ça. Et si on parle de Bouzelis, c'est parce qu'il a eu une phrase marrante, parce qu'il a joué ces Lakers là, et Bouzelis, il aime bien parler. Il l'assume parfaitement depuis le début de sa carrière. C'est un catcher. Ouais. Et là, il l'a parlé à Luka Doncic. Et il a compris son erreur. Et clairement, et il a même dit après le match, en gros, il a commencé à tout mettre une fois que je lui ai parlé. Je crois que je vais arrêter. Donc on lui a dit, du coup, j'aurais mieux fait de pas lui parler, quoi. C'est pas Kevin Garnett qui avait dit une phrase similaire avec Jordan à l'époque? Non, c'est. Oh, il y en a plein, mais je crois que Garnett. Il y a une anecdote où Garnett explique qu'Asia Ryder à l'époque se met à causer quand ils sont tous les deux Wolves, je crois que c'est ça, et que même Garnett lui dit mais pourquoi t'as fait ça, je sais plus, il y en a plein, il y en avait autour de LeBron aussi, des mecs qui avaient gentiment réveillé entre guillemets LeBron, mais effectivement moi pour finir là-dessus je trouve toujours que c'est un peu donné, je sais pas, est-ce que c'est vraiment, parce qu'en fait si tu prends le truc dans le sens là, ça veut dire que Doncic, tant qu'il n'y a pas un mec qui le chambre ou quoi en fait, tu vois, c'est un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pas jouer vraiment et qu'il attend qu'un Bouzelis pour le prendre personnellement. Ça fait vraiment Last Dance Michael Jordan, c'est un peu marrant. Ouais, je sais pas. Vrai, c'est plus pour l'anecdote qu'autre chose. Je pense qu'il peut nous en mettre 50 points quand il veut, Luka Doncic, plus ou moins. mais c'est marrant, juste la phrase de Bouzelis d'être en accord avec lui-même de je vais arrêter de faire ça. Alors qu'on sait très bien qu'il va pas arrêter pour autant. Non, l'adrénaline et tout, c'est un tchatcher, c'est comme ça. Non, par contre, il montre des vrais. Dans le volume offensif qu'il est capable de prendre, avec une adresse encore un peu à travailler, mais quand même, je trouve ça vraiment intéressant par contre. Et on a un peu la vision de développer Bouzelis. Parce que les Bulls, je vous disais, la vision n'était pas forcément très.
Non, c'est Versante. c'est le plus grand espoir de la franchise, donc la phrase est un peu triste, mais du coup on se raccroche quand même à lui et Quand il il a met un 41 potentiel. points, tu te dis que bon, c'est peut-être pas si déconnant. Non, mais je dis ça, moi je l'adore, mais on verra ce que ça donne. Euh, une info qui m'a fait marrer cette Oui. semaine, Jalen Brunson Oui, qui, hop là. qui a dit dans son podcast qu'il Avec est avec Josh Josh Hart, Hart, qu'il pourrait jouer pour la Jamaïque parce que il me semble qu'il a moi j'aurais dû revérifier, mais un grand-parent Je crois que c'est jamaïcain. ça. Grand-mère, je crois même. Grand-mère. Non, il me semble. C'est ça que j'aurais dû Et revérifier. Hart précise que lui, il pourrait dans l'absolu jouer pour l'Allemagne. Ouais. Et là sur sur ce visuel, Ce qui est il y a d'ailleurs pas possible parce qu'ils ont déjà joué pour Team EC, les deux, à un moment, je crois, dans leur jeunesse. c'est sûr qu'ils l'ont fait, mais je sais plus Et au je niveau crois des qu'en règles. fait, autant tu peux demander une dérogation parce que c'est un peu considéré comme développement Jamaïque, autant le fait que Hart joue en Allemagne, c'est strictement, je crois, vraiment compliqué. Ok. J'ai lu ça ailleurs, voilà. S'il y a les frères Thompson sur ce visuel, c'est que Oui. eux aussi sont apparemment sur les tablettes des dirigeants jamaïcains. Norman Powell, lui, il a déjà joué pour ce pays, mais du coup, ça ferait une sacrée équipe quoi, pour le futur, pour le futur de la Jamaïque. Ouais. Et puis alors, je sais pas, je trouve que le côté les deux frères Thompson, Bronson, Powell et tout, c'est plutôt en plus assez sexy, pourquoi pas. Complémentaire, peut-être un peu petit, mais, Ouais. mais tu construis là-dessus une sélection. Évidemment, sur ce continent, il y a les États-Unis et le Canada qui seraient durs à aller chercher, mais ça se poserait probablement comme peut-être la troisième meilleure équipe. Je sais qu'il y a la République dominicaine aussi qui sont bons, bah évidemment. oui. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vérifie juste. Ouais. Ouais, donc Hart précisait bien qu'il joue pas mal. Ah, c'est pas là. Bon, bah je sais, on aurait dû, ça se met à le coup de pas, mais il y a, je crois que c'est sa grand-mère, Bronson. Bon, quoi qu'il en soit, on va peut-être montrer le classement de la semaine, Simon. Il n'y a pas eu des changements absolument majeurs, mais la ligne qui est la plus hallucinante. Ouais. Non, je veux dire, les Les classements Raptors, sont restés les mêmes. les Raptors passent dans le play-in. C'est vrai que les Raptors sont descendus, Attention, autant les pour moi. Raptors sont descendus. Les deux Floridiens, on l'avait un peu annoncé avec Alex, on le vend en poupe. 5e et 6e sur 6 et 7 victoires Toronto, et je consécutives. pense même que ça faisait un petit moment qu'ils étaient toujours dans les top 4, 5, les Raptors. Ouais, ils étaient même 3e à un moment. Ouais, mais ils étaient toujours au-dessus de cette ligne de flottaison, et là, quand même, pas cool. Et on a presque envie de dire attention, parce que l'équipe de la C'est semaine, ça. c'est peut-être les Hawks, juste derrière, avec 8 victoires consécutives, Ouais. 9 sur les 10 dernières. Ouais. Pourtant, il n'y a rien de très flashy chez les Hawks ces derniers temps, mais ça bat tout le monde, ça trouve des solutions. Hier, Zachary Zaché fait un bon match en sortie de banc. Oui. Jalen Johnson est toujours aussi bon. Non, sur les Hawks, ça fonctionne, les Hawks, effectivement. Mais donc, on a un 5 assez complémentaire tout de suite avec les apports. Donc, suite à la trade line, McCollum, etc. T'as du Belle adaptation de McCollum. C'est Okongwu, Jalen Johnson, McCollum, Dyson Daniels et évidemment qu'il m'en manque un maintenant dans le 5. C'est Jalen Johnson, Dylan Daniels, Okongwu, Nickel Alexander-Walker, bien sûr. Donc, tu as un équilibre en plus de joueurs offensifs, défensifs, un peu de tout. Par contre, je voulais te signaler, Robin, et d'ailleurs à tout le monde en même temps, ils ont fait une super semaine, mais ils ont eu un calendrier hyper favorable. Parce que si on remonte, la dernière victoire, c'est les Bucks. Ouais. Là, cette nuit. Avant, bon, ils gagnent Portland. Ça, ok, mais c'est pas non plus. Tu vois, Portland, c'est pas. Ouais. Et avant, on a du victoire contre les Wizards 2 fois de suite. Les Nets, quand ils jouent Miami, par contre, ils perdent. Ils gagnent contre les Sixers. Ils perdent contre les Hornets. Ils perdent contre les Wolves. Donc, ils ont eu un espèce d'enchaînement. Ils ont pris les matchs qu'ils devaient prendre. Ils ont joué du Jazz aussi. Voilà, mais ils ont fait le plein. C'est ça. Parfois, faut savoir battre les moins forts pour reprendre la confiance et rediscuter avec les meilleurs. Et non, mais c'est vrai qu'ils se mettent, peut-être pas les playoffs directs, mais ils sont en train d'assurer une place dans le play-in. Et de l'autre côté, Robin, à l'ouest Conférence Ouest, il y a le Thunder qui reste sur 7 victoires consécutives. Mauvaise opération cette semaine des Wolves avec 3 défaites, mais le calendrier était assez chargé. Oui, puis c'est toujours aussi serré en fait entre Lakers et Wolves. Ça risque de bouger. En ce moment, ça bouge quasiment à chaque résultat. C'est ça. Les Clippers qui, eux, passent en positif pour la première fois depuis novembre, début novembre, il me semble, 33-32. Depuis 2000 ans. À peu près. Les Kings, incroyable la saison des les Clippers, Kings qui ont gagné 2 matchs cette semaine quand même. Ah, peut-être, je ne savais pas. Tu l'apprends, Robin. Si, ils ont gagné 2 matchs, ils ont fini par perdre contre les Hornets. Mais attention, parce qu'il me semble qu'ils sont passés devant les Pacers. Oui, on gagne justement contre les Pacers dans cette espèce de duel pour être le plus mauvais bilan et donc d'avoir le plus de choix possible à la draft. Voilà, pour le classement. Voilà, exactement. D'ailleurs, en parlant de classement et de... Mince, je me suis perdu. On va passer à l'image de la semaine, globalement. L'image de la semaine. Alors,
Vous vous rappelez, Oui. et peut-être qu'on a même un petit message à ce sujet. Donc l'objet de l'image de la semaine est un peu particulier puisqu'il fait suite à un gage. Oui. D'ailleurs, j'avais fait le con, Robin. Je sais pas pourquoi, j'avais oublié que vous étiez en road trip et que évidemment le match était à Sacramento et non pas à Chicago. Oui. Donc je me suis dit, c'est quand même l'équipe à domicile devant son public qui a le plus de chance. Les Kings l'ont gagné, bref, puisqu'ils jouent à la maison. Et on avait dit que le gagnant est en fait le perdant, Oui. puisqu'en ce moment, ton équipe comme la mienne, Kings et Bulls, cherche à perdre. C'est exact. Donc on a un petit message qui explique qu'en fait, les Kings ont gagné. Parce que il se trouve que on avait dit comment dire, que celui dont l'équipe allait gagner le match allait devoir dessiner l'image de la semaine. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Tu m'as fait parvenir montre déjà tout de ce petit ici, dessin. donc, on a un message de la régie, Léon Ouais. MVP, vous voyez là, voilà, qui nous explique donc que les Kings ont gagné avec une petite couronne, etc. et tout. C'est adorable. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai dû dessiner l'image de la semaine. Robin, je te propose J'y vais de ce pas. Voilà. Robin, c'est ça pour moi l'image de la semaine. C'est que tu dessines vachement bien quand même. Hein. J'ai fait un petit effort, mais j'ai. Bon, Ouais. bref. Ah, je c'est trouve pas- ça c'est hallucinant, pas- en vrai. Ah ouais. Mais moi, comme T'as pas j'avais du dit la tout semaine ça dernière, je suis catastrophique, donc je trouve que c'est extrêmement bien fait. Donc Franchement, tu le reconnais. Bah oui. Tu vois très bien que c'est Jim Carrey, par exemple. Exactement. Non, Kawhi Leonard, vous direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve que ça peut être exposé dans pas mal de musées d'art. Hein. Je vous le dis, je trouve ça magnifique. Ah, c'est gentil, Robin, tu me flattes. Est-ce que tu as le moment qui correspond à ce dessin? Parce que j'ai choisi aussi cette photo parce que c'est un moment qui fait office d'image de la semaine. Ouais, l'as ou pas ouais. Ouais, c'est vrai. Oui. Hey, it's a fight. Oui, it's a fight. C'est du coup, on va montrer la vraie photo qui m'a servi de modèle. Ah, c'est vraiment très bien fait, hein, du coup, vraiment. Donc, c'est à la fin du match contre les Timberwolves. Ouais. Dans l'Infinite Dome, où Kawhi les éclabousse de tout son talent. Je crois que c'est 45 points à 3000% au true shooting là. 15 sur 20 au tir, ouais. Ouais, puis un Donc, premier carton parfait, je crois, ou un shoot près. C'est En tout cas, hallucinant. Moi, j'étais devant le match. Il était extraordinaire. Il était inarrêtable. Et c'est les moments où on se dit, en fait, c'est pas loin d'être lui le meilleur. Même son dernier panier, il y a 2 défenseurs. Il est à mi-distance. Il est impossible à mettre. Je sais pas comment il le rentre, mais Il y c'était a ça. le point d'exclamation Je pense sur. que tu l'as vu aussi, le 3 points qui reprend. En fait, l'action est un peu sans lui. Lui commence Oui. à reculer et il revient en marchant tout tranquillement. Il prend la balle. Non, mais c'est celui juste avant. Ça, c'est pour passer Ouais. à 43 points, du coup. C'est incroyable. Il était en feu. Et donc oui, pour en revenir, Kawhi, donc Mhm. pourquoi ce moment précis? On va montrer de la photo quand même plutôt que le dessin. En fait, la caméra est donc... le match vient de se finir, les joueurs regagnent globalement leur banc, il y en a certains encore au milieu de terrain, et la caméra évidemment est sur Kawhi, puisque Kawhi est un peu le héros du match. Kawhi, on le voit avant, dans le plan, en fait, dans le plan un peu séquence, il va vers son banc, il prend une serviette, qu'il met, etc. Et il va checker en gros Joe Ingles. Ouais. Et au moment où il fait ça, donc Joe Ingles est face à lui, lui il voit le milieu de terrain, Kawhi, et il dit oh, a fight, mais d'une manière tout à fait Innocente. Oh, ça s'envoie des mais marrants. comme il aurait pu dire genre un Kinder Surprise, mais tout aussi bien genre la Troisième Guerre mondiale, vraiment tout rentrer dans ce haut derrière. Ouais, clairement. Et il dit une fight, tu vois Joe Ingles qui surtout ne fait pas merde quand même, il y a une vraie fight parce qu'on se rend compte à ce moment-là que et la caméra en fait c'est marrant suit Kawhi qu'on voit un peu sourire. Mm. Et là il y a changement de plan en live, donc tu l'as vu, où on voit le milieu de terrain et on se dit mince, il y a quand même une vraie Ouais, échauffourée on va dire. Au départ c'est Mathurin Nasrid je crois. Et Jalen McDaniel s'en mêle. Honnêtement, j'ai même pas fait attention. Moi, Ouais. j'étais trop concentré sur l'innocence de la manière dont il l'a annoncé. Extraordinaire, on se le remet. Oh, a fight. Et puis il sourit quoi, vraiment, Ouais, tu sais, genre c'est ça qui lui donne une petite émotion, genre tiens, c'est marrant, il se passe un truc. Un sourire de kawaii, hein, donc c'est. Ouais. Ah, pour Kawhi, sur l'échelle des sourires de Kawhi, c'est quasi un 10 sur 10, moi je trouve. On Ouais, l'a rarement vu sans sourire. Et voilà, et du coup, en gros, ça chauffe. C'est Mathurin qui explique que comme le rookie des Clippers, Shin Pedula, avait mis ses premiers points en carrière, Mm. comme le veut la tradition, il a essayé de récupérer la balle. Voilà, ça a chauffé, mais assez vite, ça s'est calmé. La Mais donc fameuse- voilà, l'image de la semaine, ça me permettait aussi de revenir sur le match de Kawhi, parce que je trouve quand même, et plus généralement des Clippers, vous l'avez tous vu passer là la stat, mais on parle d'une équipe qui était en perdition, où vraiment au bout de 25 matchs, enfin d'ailleurs 27, 6-21, ouais. 6-21, 6-21 normalement, tu gardes la berline, tu changes de véhicule, tu commences à monter dans un tank, Tu poses la manette, quoi. C'est Ouais. beaucoup mieux dit en fait. Ouais, très bien. Ok. tu descends du voilier. Oui, bien sûr. Sauf qu'entre-temps, ils ont fait 27-11, ce qui est un rythme de... faudrait voir, mais de Top 3... 3. Ouais, top... Enfin, équipe qui a l'avantage du terrain en play-off, qui est top Ouais, 4, quoi. facilement, ouais. Et ça les met aujourd'hui à un équilibre de... Enfin, à 33-32 au moment où on parle, mais surtout dans une dynamique qui commence, on le voit, à faire flipper tout le monde. Du coup, ma question, Robin, est-ce que c'est le fameux moment de la saison où on se dit « Ah bah oui, les Clippers, en fait, ils vont être bons »
ou est-ce que c'est une chimère une fois de plus? Enfin, en gros, est-ce qu'il faut y croire cette année? Moi, j'ai regardé votre apéro avec Alex et je vous ai trouvé très très chaud sur le dossier quand même. Ouais, moi, je suis un peu moins optimiste. Évidemment qu'ils sont très bons et que c'est l'équipe que t'as pas trop envie de choper au premier tour. Mais il me semble pas bon au point de faire peur à des Spurs ou à du Thunder cette saison. Faites cette capsule dans 2 mois quand ils en ont ressorti un des deux, hein, bien sûr. Mais ce serait dinguissime. malgré enfin, je sais que je t'ai entendu sur la part d'Arden et c'est vrai que peut-être que le ballon bouge plus. En plus, j'adore les débuts de Darius Garland. C'est pas une attaque contre lui, mais j'ai pas assez d'assurance sur Garland pour l'instant et Mathurin en playoff pour vraiment avoir très peur de ces Clippers là. J'aurais très peur de ces Clippers là si j'étais les Rockets, les Lakers et si ça se jouait au premier tour. Contre le Thunder ou les Spurs, moi je m'emballe pas perso. Et puis il faut qu'ils sortent du play. Ça se trouve, les Suns vont leur faire la misère. Je pense que tu es la voix de la raison sur ce coup, Robin. On verra dans 2 mois. Par contre, je les trouve quand même en ce moment pour voir pas mal de matchs. Parce que c'est vrai, j'ai oublié d'en parler en news. Décalage horaire oblige. On a 1 heure. Les matchs sont 1 heure plus tôt. Et ça va durer encore 2 semaines, là, je crois. Ça, c'est quand même cool. Ouais, les matchs à minuit, là, ils régalent. Clairement. Même si les Clippers jouent en général en fin de nuit. Une des équipes quand même les plus cool à avoir joué, je trouve. C'est les Clippers. Ça, par contre. Parce qu'après avoir dit ça, comme j'ai dit, j'ai vu le match contre les Wolves. Il les tabasse. Il n'y a pas de débat. Le troisième quart-temps, il est extraordinaire. Franchement, ça joue bien, quoi. Donc, sur un pic, ils peuvent battre n'importe qui. Après, sur une série en 7, avec des défenses qui essayent de s'adapter à Kawhi, même si c'est impossible de s'adapter. En plus, en ce moment, il n'y a que des gros défenseurs sur lui, des Castle, des McDaniels, etc. Il en fait de la charpie. Mais voilà, c'est très fort. Dommage pour eux qu'ils ne savaient pas commencer un peu plus tôt et qu'ils puissent pas se battre avec le 3e, 4e de la conférence Ouest, selon moi. Ouais, non, c'est ça. Et j'avais un dernier truc, mais Robin, tu sais, toujours en parlant images et Clippers, un shout-out, on avait fait un article, je sais plus qui l'a interviewé, je crois que c'est Nicolas sur le site de Trash Talk. On pourrait le remontrer là à l'écran éventuellement, mais je vous invite vraiment à suivre sur Instagram le compte LOL. LOL, WTF, LOL, what the fuck, Eric. Ah oui. Tu sais qu'il y a l'illustrateur c'est Nico qui à chaque fois met en scène la mascotte des Clippers. Je sais plus comment il s'appelle maintenant, l'oiseau, j'ai un doute. J'ai un trou de mémoire. Qui en fait, le plot, c'est qu'il est dépressif, suicidaire et qu'à chaque match, voilà, et c'est très très drôle, c'est de l'humour noir et tout, mais je vous invite à aller voir ça. Voilà. Exactement. On a parlé de la perf de Kawhi qui était énorme, mais je crois que c'était pas la perf de la semaine, ou la stat de la semaine, plus précisément. Bon, bah, vous allez vite la voir, mais la stat de la semaine, c'est 83. On n'a pas vraiment fait d'apéro dédié à cette stat. C'est peut-être entre guillemets un peu le moment. Non, on s'est même auto-curse. Ouais. Avec Alex, puisqu'on s'est dit qu'on allait tourner sur la Floride. Je nous entends même encore dire il y a quand même Miami Wizards ce soir. Oui, bon, il va rien se passer. Il va rien se passer. De toute façon, voilà. Et puis Miami va sans doute gagner. Ça change rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe de fou pendant ce match? Donc, on a pris de l'avance sur la vidéo. Et le lendemain matin, premier réflexe, même si moi j'ai vu un peu un bout en live. Ouais. On reviendra, mais c'est de dire à Alex, on est des génies. Et puis, quand même, bam, 83 points. Quoi. Toi, tu l'as vu? Peut-être te demander, comment toi tu l'as vécu. À la fin du premier quart-temps, je crois, à un moment, je check sur mon téléphone, je check les différents scores parce que je me connecte à ce moment-là et je vois qu'Adebayo a foutu déjà 30 et quelques. Et je me dis ok et tout. Sur le moment, je me dis même, c'est vraiment, je crois que c'était la mi-temps ou même plus, tu vois, parce que le volume de score. Et je me dis ok, il va monter et tout. Mais c'est vrai que je pensais pas voir au lendemain matin qu'il était monté jusqu'à 83. Ouais, il était à 31 au premier quart-temps. Je m'attendais à un 60, quoi. Moi c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que j'étais pas censé travailler cette nuit-là, mais comme les matchs sont plus tôt, justement, je m'étais pas encore couché et j'étais là, je regardais Mentalist tranquillement, comme tout le monde le faisait il y a 20 ans, mais ça c'est pas grave. Et en effet, je vois 31 points à la fin du premier quart-temps. Et je savais que Nico, justement, on vient d'en parler, était seul sur le site ce soir-là. Je me dis, je vais rester un peu, juste pour voir. 43 à la mi-temps. Et à partir de là, milieu du deuxième quart-temps, je commence à regarder. Et ensuite, toute la deuxième mi-temps, je la regarde et je deviens fou en live avec Nico. On en parle et au final, j'étais pas censé travailler cette nuit-là, mais j'ai travaillé cette nuit-là, évidemment, pour aider Nico parce que c'était incroyable. On n'avait pas vu ça depuis, du coup, littéralement depuis 2006, quoi. Et non, c'était choquant. Et toi, t'en as pensé quoi du coup de cette perf plus globalement? Du coup, je suis allé voir effectivement des extraits, des résumés et tout. Ouais, les débats, on est à chaud. Je trouve que ces matchs, pour en avoir déjà vécu où ça monte, quand ça monte dans des sphères comme ça et tout, c'est toujours un peu tronqué. Ouais, c'est rarement. Sauf le match de Kobe est peut-être le plus vrai match entre guillemets, mais Kobe, enfin l'attaque des Lakers, c'est on shoot, Kobe a le droit de vie et de mort sur toutes les possessions offensives des Lakers.
Mais tu vois, par exemple, le Devin Booker, c'était déjà dans une défaite et il y avait des histoires Fait de 30 points, avec des histoires de raccourcir aussi les possessions pour leur donner la balle. Là peut-être que, en tout cas, sincèrement, j'ai cru comprendre devant des gens qui ont vu le match, etc., que c'était quand même très particulier la fin de match. Parce que notamment, il y a des prises à 3 d'un côté, il y a Miami qui fait faute même sur Washington pour raccourcir, pour lui redonner des balles et tout, et que c'est presque un peu dommage parce que ça a cassé le côté un peu... La perf se fait naturellement au début, donc tout à fait dans le flow du match, ce qui est extraordinaire, jusqu'à ces 60 points de ce que j'ai compris, et après ça devient un peu tout pour maximaliser, presque monopoliser les possessions. Et c'est vrai que quand tu vois ça, et notamment le pourcentage des Bayo, par exemple, aux 3 points, où je pense qu'il y a des 3 points apparemment qu'il prend, c'est n'importe quoi. Enfin... Bah en fait, c'est ça, c'est que moi, je peux comprendre les critiques, mais là où je suis pas d'accord, c'est que du coup, je me suis refait la première mi-temps après, il arrive à 67 points, il me semble. Entre guillemets, naturellement, 60... quoi. Ouais, exactement, en 3 quarts temps. Et vraiment, bah, il les tape et les pourcentages sont bons. Et il y a pas mal de lancers francs, mais c'est parce que les Wizards, Enfin, il suffit d'aller voir les vidéos, quoi. Ils font faute à chaque fois, il n'y a pas vraiment de débat, il n'y a même pas une faute à mon avis qui est vraiment abusée dans l'ensemble du match. Et donc à 67 points, 3 quarts temps, on parle de Bam Adebayo, ça va pas lui arriver normalement une autre fois dans sa carrière. Je comprends parfaitement que Spoelstra... Ça ajoute au côté du débat, t'as l'impression qu'il faut débattre parce que c'est Adebayo. C'est ça, peut-être qu'il y aurait d'autres gros joueurs qui sortent à ce moment-là, mais là c'est une soirée qui va rester dans sa vie. Moi je comprends parfaitement que ça force à ce moment-là, et c'est sûr quand tu regardes que la ligne de stats, elle est pas belle, mais... Déjà, c'est les Wizards qui commencent à faire des triple teams et qui les maîtrisent mal et qui font des fautes comme des bouffons dessus. Lui, il met ses lancers, quoi, globalement. Et après, oui, les 3 points, il commence à en prendre des dégueulasses. Et là, c'est comme ça que son pourcentage baisse, donc ça lui dessert presque. Mais avant ça, le pourcentage était bon et il était en train de les... On voit beaucoup le terme ethical cette semaine. Il était en train de les tuer normalement, quoi. Non, puis encore une fois, je te dis, quand. Alors, je sais pas pour le match de Chamberlain, par exemple, mais tu vois, il y a un David Robinson qui, 94, je sais pas quoi, tape du 70 points et plus. Ouais. C'était déjà. Alors, pour avoir le titre de meilleur score. Mais les gens, quand il y avait des avis de gens, que je crois que c'est Jean Chetty à l'époque, je sais plus qui en parle, qui disaient. Voilà, c'était pour aller chercher Shaq. Et c'était clairement un peu aussi l'arbitrage, apparemment, était hyper complaisant avec David Robinson. Il avait tous les ballons. De toute façon, ces matchs-là, et comme tu l'as dit, il y a une première partie où ça se met en place et après, ça devient un dispositif pour accompagner la perf. Le seul truc, c'est que par exemple, ils auraient pu, et ça arrive parfois, des fois, je pense à Melo, par exemple, aux Bobcats, quand ils montent très haut. Souvent, les joueurs sortent à un moment. Et vont pas jusqu'au bout. Kobe, quand il met 60 points en 3 quarts temps contre Dallas, des choses comme ça. Oui. Mais dès que tu fais jouer toute la match et que le match est enfin que l'issue du match, pardon, je m'exprime mal, une fois que l'issue du match elle est scellée et que le joueur qui est en train de mettre des 60, 70, qui est en train de cartonner continue, ça crée forcément un truc chelou. Ouais, moi encore une fois je comprends le débat, mais c'est bas, mais ça va pas lui arriver une autre fois. En plus, c'est pas comme si le Heat jouait, enfin, on verra, mais jouait des trucs extraordinaires cette saison. T'imagines le hors-call Non, mais on verra. La semaine prochaine, quoi. Et non, mais pour en rejeter là-dessus, pour entre guillemets défendre Bam, tu sais, à la fin du match, quand ça part un peu au cirque et que même le Heat fait une faute directe à un moment pour couper l'action, etc. Lui, on voit des images de lui qui dit ne faites pas de faute, ne faites pas de faute, ne faites pas de faute. Donc même lui, le défendait pas forcément cette manière de faire. Puis s'il avait voulu forcer jusqu'au bout, bon, il a passé 80 avant, mais 83, il sort quand même à 1 minute 30 de la fin. Il aurait pu pousser pour essayer d'aller chercher 85, 87, peut-être 90. Franchement, au rythme où ça allait, les lancers francs à ce moment-là. Donc, moi j'ai envie de défendre Bam. Je pense qu'il a eu une soirée hors du temps, qu'il était à 60 points en 3 quarts temps absolument normalement, et que n'importe qui dans cette position aurait voulu aller le chercher. Et j'ai juste envie de le féliciter. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis c'est pas comme si, je trouve, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que oui, c'est un peu étrange sur la fin. Oui, ça ressemble après, à un cirque. C'est un peu une parodie d'un match de basket, mais à la rigueur, dans ce cas-là, regardez pas jusqu'au bout, même si moi je trouve que c'est assez extraordinaire. C'était drôle. En plus, c'était drôle. Chaque coup de sifflet, on était comme ça devant la télé. Bah oui, nous on est un peu dans le fun, donc c'est forcément. Et puis surtout, entre guillemets, tu entends des discours assez durs. D'ailleurs, par exemple, Udoka, franchement, nul. Tu vois, non, mais il dit ça. En plus, c'est les Wizards et tout. T'as envie de lui dire, Coco, t'as failli perdre contre les Wizards une semaine avant, là, avec ton effet direct, déjà tes problèmes avant de faire le dur, là. Il y a un côté. J'aime pas du tout sa déclaration. Bref, c'était pas le sujet, je me suis perdu, Robin. Non, c'est que. En fait. Moi j'ai entendu des choses du genre oui c'est une parodie, c'est pervertir la nature du jeu et tout. Mais là, de quoi on parle ? On parle d'un Wizards Heat que personne n'aurait regardé. Non, c'est ça. Donc en fait si on se met à parler de ce match, c'est parce qu'il a été perverti, certes, par le record d'Adebayo qui sur 3 quarts temps est quand même assez extraordinaire et qui après devient une parodie. Tout ça je suis d'accord. Mais sinon ce match, c'est directement du copier-coller Corbeil. Bien sûr. Donc, il avait une chance de rentrer dans l'histoire. C'est pas un match 7 de finale NBA ou le premier match des playoffs ou même je ne sais quoi qui serait un peu
important. C'est un énième Wizards hit. Il y en a 4, je crois. Il y en a régulier. trop, hein, Ouais, vraiment. voilà. Limite, tant mieux. Tu vois, hackez-moi ça. Je sais pas, tu vois. Puis même les visuels ils sont marrants quoi. Quand tu vois maintenant la tête de Wilt, de Bam et de Kobe, Oui. moi ça me fume de rire évidemment que c'est bizarre mais Moi, j'aime bien tant le fait mieux. que ce Mais soit oui, Bam. c'est ça, C'est- bravo. Il y a une petite. C'est un bon gars, on sait comment ouais, il a grandi dans une caravane avec sa mère. Enfin là je m'égare évidemment mais moi je suis juste Non, puis content ça pour va lui. lui rester un petit peu parce qu'en fait, tout le monde va se rappeler un petit peu ce moment chelou. Mm. Sans faire trop de morale, mais même si certains voilà, mais c'est surtout ce moment chelou et un peu finalement, et c'est ça la NBA qui a rendu une nuit, alors c'était d'un mercredi à un jeudi, un Ouais. jeudi matin un peu, tout le monde en a parlé, Il y tu avait- voyais les médias normaux de sport et tout le monde d'un coup, c'était rigolo quoi. Le même soir, il y a un Spurs Celtics où Wemby met 39 points et il chauffe. À un moment, on pense qu'il va en mettre beaucoup plus. Bah, on s'en fiche quoi. Ce soir-là, Ouais. ça passe au 8e plan, pardon. Et ouais, j'ai bien aimé pour finir Spo qui dit moi je m'excuse auprès d'absolument personne. Patron, ça m'allait très bien. Pour conclure cette section, Non, je attends, juste ah, pardon. Oui, non, très belle complicité aussi avec sa compagne. Oui. Avec Et Edgy Jay Wilson. Wilson, ouais. Et des moments assez, notamment les confs de presse et tout, quand même assez touchants. Je trouve qu'il y avait une vraie. Tu sens Ouais, en t'es fait heureuse l'amour pour lui. qu'ils portent l'un pour l'autre, vraiment Mhm. quoi. Et du coup, où se placer, parce qu'elle voulait pas lui. Style de Thunder, Style, tu vois, ouais. les tirer la couverture à elle. Et en même temps, je pense qu'elle a quand même envie de partager ça avec lui. Puis donc, Puis je crois Ça, que c'est moi, elle j'ai- qui a le meilleur nombre de points en tout à fait. WNBA. Je l'ai donc, plus exactement, mais c'est plus de ouais. 50, je crois, 53, 55 en WNBA. un couple qui marche en tout cas. Oui, pour finir, je te disais, je t'ai préparé un quiz autour du nombre 83. D'accord. Je sais pas si ça te va. Je suis Peut-être pas. tout à fait prêt à être complètement nul à ce coup-ci. 83. Alors, premier, c'est pas vraiment une vraie question. Enfin, si, Ouais, allez. ok. Combien de joueurs NBA ont porté ce numéro dans l'histoire 83. Non. Ah, Un pas. seul, ouais, j'allais Oui. dire au moins un. Un seul. Non, tu l'auras pas, c'est impossible. C'est C'est impossible. 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 Oh, tu me mets. Non. Attention. Non, c'est Craig Smith qui l'a joué qu'une saison avec les Blazers. Mais c'est pour dire qu'il y a un seul mec qui a porté ce numéro dans l'histoire. Ok. Donc la première question, dans l'interprétation numérologique, qu'est-ce que ça veut Oui, dire non, mais tout à fait. Est-ce que ça représente le numéro 83 la douceur, la volonté ou la créativité? Oui, c'était 3, 11, 11. Douceur, créativité ou Volonté. créativité. C'était la douceur, t'as dit non directement. Bam n'a pas fait un truc forcément doux. C'est quel département le 83? Je savais, j'ai failli vers du Google. Alors, 88, c'est les Vosges, donc on est dans le. C'est le Var. Oui, Bah oui, j'ai passé- Exactement. oui, bien sûr, bravo. bien sûr. Au Canada, 83, ça représente un fast-food, un collectif de rap ou une émission de télé célèbre? 83. Est-ce qu'ils disent Octante 3? Je crois pas. Hein. En plus, Ah, c'est au Canada, je suis pas sûr que ce soit au Québec, pour être honnête. Alors, une émission? Non, c'était le groupe de rap. Ouais, ils aiment bien les numéros, les rappeurs. Les Euh, numéros de département, tout ça, de trucs. Peut-être qu'il y a un truc avec ça, je sais pas. peut-être. Les Franchement, codes. Non, mais tu sais, les area codes. Code postal, quoi. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Cherche des explications, Robin. Il y a eu un des plus grands événements du sport français en 1983. Yannick Noah. Celui-là, je l'ai. Il a C'est été ça, hein, rapide. c'est Ouais, Roland c'était bien Garros. ça. Ouais, c'est ça. C'était bien ça. J'étais devant. Hein. C'est vrai? Bon, je pense. Mais après, je pense que je regrette pas pas de encore un écran D'accord. à ce moment-là. Mais techniquement, j'étais peut-être devant. C'était pour demander si t'avais le souvenir. Ouais, là, j'ai des célébrités nées en 1983. Ouais. Il y en a 3 qui sont vraiment nées en 1983 et une qui ne l'est pas. Ok. Donc, j'ai Franck Ribéry, Il est en 83, Ribéry peut-être. Je l'aurais mis un peu plus. Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal, c'est. Oui, ok. Star je l'avais Academy, vu, j'étais encore dans le foot sur le moment. J'étais là, genre. Non. C'est le latéral droit de quel club, Grégory Le Marchal? Ok. Pardon. Parce que je sais que Parker, Boris Dio, tout ça, c'est les 82. Exactement, c'est pour ça que je les ai pas mis d'ailleurs. Oui, Mince, j'ai perdu du ma coup. page, excusez-moi. Christophe Willem ou c'est Gaspard. Oui, Gaspard Ulliel. En fait, j'avais pas compris, Robin. Je dois deviner qui est de 83 là-dedans? Il y en a 3 qui sont de 83 et un qui ne l'est pas. Ribéry, Le Marchal, William ou Ulliel. Willem, pardon. Ok, Willem, oui. Bah, tu vois, ma première tendance, c'était de dire que Ribéry était quand même plus jeune que ça. Mais t'as mis qu'un fouteux. T'as mis qui déjà? Grégory Le Marchal, Willem, il m'en manque un. Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel, il est de 83. Je dirais.
Ribéry, je vais rester sur. Ouais, bah non. Non, c'était Gaspard Ulliel. C'était Gaspard Ulliel. Il C'était est quoi, Gaspard. plus jeune plus vieux 84, il me semble. 84, Donc oui, c'était ouais, vraiment un salaud. T'aurais pu m'aider, tu vois, foutre un mec de 75 ans. Et Gérard Depardieu. Non. Et à l'inverse, C'est horrible que ce soit Gérard Depardieu le premier nom qui me soit venu. je sais pas, ça arrive. Et à l'inverse, il y a qu'un seul. Par contre, c'est l'inverse. Il y a un seul mec qui est mort en 83 dans cette liste-là. Ah, mort en 83. Un seul. Michel Foucault, François Truffaut, Louis de Funès ou Georges Perec. Waouh. C'est ma dernière question du coup. Alors, Michel Foucault. Ils sont tous morts entre 82 et 84. Bah oui, j'allais dire, en plus, Mais t'as joué serré. Louis de Funès. Oui. Ouais. Voilà. Bon bah très bien, tu finis sur une petite victoire. Bravo à toi. Pas mal du tout, ce petit quiz 83. Merci. Peut-être que pour cette dernière réponse, t'aurais mérité un trophée, mais c'est pas toi à qui on a décerné le trophée de la semaine. Trophée du vrai patron. Ouais, bah du coup, c'est un indice quand même, je trouve assez probant pour cette histoire de trophée, puisque sous nos applaudissements, nous allons donc décerner ce trophée à monsieur SGA, Shai Gilgeous-Alexander, principalement pour son match contre Denver, et même globalement là ces derniers temps, attitude de vrai patron. Bah exceptionnel. C'était vraiment le bon nom du trophée. Moi je te disais, Robin, est-ce qu'il a... Là en tout cas c'est l'impression quand tu fais le tour un peu de la sphère basket et de ce qui se dit, l'impression qu'il a mis une main et 4 doigts sur le trophée de MVP. Là. La semaine elle est dingue. On parlait au début évidemment du record de Will Chamberlain, mais en effet il y a ce match contre les Nuggets qui est extraordinaire. Je crois qu'il fait à 35 points, 15 passes décisifs. Ouais. Et 9 rebonds, quelque chose comme ça, mais surtout avec un step back pour la victoire qui est hallucinant, et step back pour la victoire qu'il avait déjà réalisé pour ses 2 matchs précédents. Il me semble qu'il y a contre les Warriors, j'arrive pas à me le retrouver. Oui, il y a contre les Warriors et les Knicks, excusez-moi. Donc 3 step back de suite pour terminer 3 matchs. C'est une attitude de monstre. On a vu que le Thunder était à 7 victoires consécutives, ils sont vraiment en train de s'assurer la première place de la conférence Ouest. Et puis le fait de faire ça contre les Nuggets de Nikola Jokic, qui est quand même son principal rival depuis 3 ans, pour moi, il l'a définitivement mis dans le rétroviseur. On sait qu'il y a encore peut-être une chance pour Wemby, j'en sais rien, mais... Faudrait faire des sacrées dingueries là pour aller déloger Shai. Hein. Déjà, faudrait faire des dingueries, et puis ouais, vraiment là, j'ai l'impression que Jokic, c'est un peu inanimant, presque le meilleur joueur de la ligue. Là, il a un peu fait, je suis qualife à la place du qualif, il l'a défoncé dans même si Jokic fait un bon match, dans cette match-up, et pour moi il s'est assuré le trophée du MVP. Pour moi c'est terminé, s'il a le bon nombre de matchs. Dans le détail, pour revenir juste à ce match à Denver, c'est bien ça, hein, c'est 35 points, 14 sur 21 au shoot, 3 sur 7 à 3 points, parfait avec 4 lancés sur 4 quoi. Et puis quasi un triple-double puisqu'on parle de 15 passes et 9 rebonds, et le tout, ce qui est quand même assez impressionnant, avec 0 perte de balle. 15 passes, un ratio donc de 15. Ouais. J'ai vu le match en live. Je suis resté devant du coup, et moi qui étais, des gens m'ont fait remarquer d'ailleurs, on parle du top 21 où j'avais dit j'ai besoin encore de Shai, et notamment en parlant de Shai, je disais que j'ai peut-être du mal, je trouve qu'il y a une régularité, mais il me manque parfois des matchs un peu majestueux. Oui, casse le plafond de verre. Là il m'a cassé, il m'a fermé ma gueule. Pourtant les chiffres, ils sont extraordinaires. Les chiffres reflètent pas, enfin si quand même, quand tu regardes bien dans le détail en fait, et que tu vois les 15 passes et les 0, et que tu te dis au fait la gestion des possessions offensives de son équipe dans ce rôle-là de combo guard, capable de en fait faire la première différence, et du coup selon ce que fait la défense, soit planter un jumper sous à peu près tous les angles avec une facilité vraiment déconcertante, soit de trouver, et en général c'est plutôt vers les shoots extérieurs, c'est passes, il y a quelques passes vers l'intérieur et tout, mais c'est plutôt du drive and kick et ça ressort et tout. C'est parfait. En fait, je sais pas quoi dire pour toi, c'est parfait. Il n'y a pas une erreur, et en plus, il y a le résultat, il y a l'efficacité, il y a l'adresse, il y a tout quoi. D'ailleurs, je crois qu'il a une citation qui résume un peu ce que tu viens de dire. On lui a demandé si au moment du temps mort, il savait ce qu'il allait faire. Et il disait quelque chose comme non, j'ai toutes les réponses, mais il faut que j'attende de savoir quelles sont les questions. Donc qu'est-ce que la défense va faire? Là sur le dernier shoot, tu vois qu'il commence à driver, puis qu'en fait la raquette est là, que c'est très bien défendu, ça lui ouvre un peu de place, l'espace est sur sa droite. Un peu de place, parce qu'il est super dur. Et en fait il prend dans le un peu diagonale quoi, il va sur le step back, à la fois presque un side step back, c'est vraiment en diagonale. Et tu vois d'ailleurs l'angle de son genou sur le moment pour regainer derrière et reprendre le shoot. Et en fait, je sais plus qui défend maintenant. C'est Spencer Jones. J'ai vraiment le tir en tête, mais j'ai plus le défenseur. J'avoue. Je vois le 21 des Nuggets, c'est Spencer Jones. Je crois. En tout cas, il commence à prendre du galon. Spencer Jones dans la rotation, je crois hier il met 19 points.
Mais ouais, c'est possible. Il a bien le numéro 21, donc ça doit être lui, là je vois. Ouais. Et vraiment, là, sur le moment, tu te dis, putain, c'est hyper dur et tout, mais c'est entre guillemets, alors que c'est très bien défendu, ce que le jeu te donne, parce que c'est ça en fait, ce que veut dire Shai. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il en met un juste avant, la possession d'avant. Ouais. Avant qu'il y ait cette faute, sur le 3 points de cette faute de je sais plus qui, sur Murray, pendant que Jokic met un 3 points. Fin de match d'ailleurs extraordinaire, parce que devant. Shai, je sais pas s'il fait une meilleure saison que l'an dernier, ou etc., mais il confirme, à ce niveau d'ailleurs de patron, il confirme d'être. Alors le MVP, est-ce que c'est forcément le meilleur joueur? Mais à l'instant T, là, le trophée, le fait que Oklahoma a en plus repris un peu, je trouve, une belle dynamique, c'est de loin, enfin c'est cet argument, mais c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. C'est ça, en fait, c'est le meilleur dossier pour le MVP globalement. Là, les Nuggets sont. Tu fais bien de résumer ce que je cherchais à dire. C'est exactement ça, c'est le meilleur dossier, puis alors il est large, hein. Ouais, il y a des failles. Hein. Il est beau le dossier. Tu sais que là, on va voir combien de temps ça continue. Ce qui fait flipper, c'est qu'il pourrait garder un peu ce niveau encore 2-3 ans peut-être. Bah facile, là quoi, 28 ans 27 ouais. 27, ouais. Ah. Donc même peut-être 5 ans. Hein. Et puis c'est de bonne augure la montée en puissance individuellement dans le process d'Oklahoma de Shai au vu des playoffs pour OKC, parce qu'on le rappelle, ils sont quand même si on a oublié un tout petit peu les histoires avec les histoires de records, de départ parfait et tout, mais ils sont en quête de back-to-back. Vu le bilan de l'an dernier, vu sans doute le bilan qu'ils feront cette saison et tout, s'ils font back-to-back plus Shai serait à nouveau MVP, sans doute MVP des finales et tout, tu sais que là ce serait un dossier, on en reparlera si ça se fait. Sur ton top 21, je crois que ça il prend un petit boost hein, si la fin de saison se termine comme ça. En tout cas, félicitations à lui. Il me semble que tu avais peut-être un petit quiz pour finir cette section. Tout à fait. Puisque tu le sais, enfin j'imagine que tu le sais que Shai SG est canadien. J'avais cette info en tête. Et du coup, assez vite, tu me connais aussi, je t'ai préparé un Canadien, Américain ou les deux. Le classique. J'ai pas mis de joueur de basket, j'ai hésité, mais je vais peut-être citer des personnalités quand même assez connues pour la peine. Ouais, je peux être très mauvais à ça. C'est le but, Robin. Ouais. J'espère que tu vas en trouver aucun. Allons-y. On commence avec Ryan Gosling. Canadien. Est-ce que tu veux que je te dise à chaque fois vrai ou faux ou je fais ton total? Bon, dis-moi vrai ou faux, je pense. Non, il est canadien. Brad Pitt. Américain. Ok. Seth Rogen. Ouais. Américain. Les deux. Ok. En fait, il est né au Canada, et donc canadien, mais son père américain. Et tout, c'était The Weeknd. J'aurais dit que américain, là, mais. Bah non, c'est canadien. Il est né au Canada de parents éthiopiens. Ouais, j'écoute pas assez. Madonna. J'ai envie de dire qu'ils sont tous américains, c'est catastrophique. Américaine. Oui, mais elle a des origines canadiennes. Okay. En plus de ses origines italiennes. Lady Gaga. Américaine. Tout à fait. Mais avec des origines canadiennes aussi. Ah, ok. J'avais dit. Elon Musk. Les deux. Les deux, et il est même. En fait, il est canadien, né en Afrique du Sud, et il est devenu citoyen américain. Il est né canadien. Il est né en Afrique du Sud, pardon. Il a grandi au Canada, il a la nationalité canadienne, et il est citoyen américain depuis 2002. James Cameron. Canadien, mais il est néo-zélandais depuis 2005. Ok. Tu t'en sors pas mal. Jim Carrey. Américain. Les deux. Ah bon. Il est canadien en fait au départ. Ça c'est vraiment. Ok. Et il est citoyen américain depuis 2004. Et pour finir. Seulement 2004. Ouais. Okay. Kenny Reeves. Les deux. Canadien. Ah ouais. Alors lui par contre c'est un beau chantier. Il est né au Liban, de mère anglaise, de père américain, mais comme il a grandi au Canada, nationalité canadienne, etc. Et tout. Voilà. Okay. Moi je savais pas de ça. Je pense que les fans de The Weeknd vont me tomber dessus, mais pour le reste ça va. Je vais te dire que j'assume à peu près le reste. Non, tu t'en sors pas mal. Et c'est vrai que non, mais même en le faisant, parce que je suis allé chercher s'il y avait des binationaux, des trucs et tout. Et c'est vrai que c'était un petit jeu, voilà, un peu marrant pour profiter à Shai. Mais tu sais que il y a toujours cette image. Ça vient de South Park, enfin notamment South Park qui joue là-dessus et tout. Mais c'est encore le cas quand on entend parler de Team Canada. C'est pas tout à fait comme France-Belgique, mais tu sens quand même, c'est pas du mépris et du dédain aussi fort parce que le pays est quand même grand, mais il y a un petit côté, c'est les cousins gentils, quoi, les Canadiens. Ouais. Dans How I Met Your Mother, il y a un peu ce côté-là. C'est un ressort canadienne, surtout dans les séries ou dans les films qui se passent du coup vers la frontière, en particulier Midwest, la région des Grands Lacs et tout, où il y a, parce que nous notamment, il y a des, par exemple, c'est très très proche, quoi, les villes, on se rend pas forcément compte et tout, mais il y a toujours un peu ce truc que c'est à la fois. Tu sais pas si c'est plus gentil ou moins fou en fait. Mais il y a quelque chose comme ça. Donc voilà. C'est vrai que Montréal-New York, je crois que je l'ai fait en voiture et c'était 5 heures, un truc comme ça, 5-6 heures. Tu peux aller assez super vite au chute du Niagara et à Toronto depuis New York. Et quand tu es dans les Grands Lacs, notamment Détroit, tu as carrément la frontière en face, si je dis pas de bêtises. Et quand tu es de l'autre côté, même ça doit être à 3-4 heures de bagnole de ce qui est. Minnesota, ça doit être à 2 heures et Chicago à 4, quoi, 5, je sais pas. Ce qui pour les États-Unis et revient à.
c'est beaucoup plus proche et même fréquent au quotidien dans la vie des gens d'éventuellement aller au Canada. Alors que par contre, je pense que si tu parles avec des gens dans l'Arizona, le Canada, c'est très loin. voilà. Bah très bien. En tout cas, bravo à Shai pour ce trophée et pour encore une fois avoir battu le record contre les Boston Celtics hier. Les Boston Celtics qui sont l'objet de notre gros débat avec le retour d'un homme qu'on peut peut-être déjà directement montrer en photo. Jason Tatum, le fil rouge de l'émission. C'est fini. C'est fini, il est là. Mais du coup, pour finir en beauté, il fallait qu'on en fasse un gros débat. Oui. Ce retour de Jason Tatum qui est... peut-être que je prends la main directement. Pour l'instant, il a joué 3 matchs contre les Mavericks, les Cavs et les Spurs. C'est ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez impressionnant quand même. T'en penses quoi? T'as vu des trucs passer? On va rester dans les faits. Donc, on va prendre pour le retour, c'était contre les Mavs. Ouais. À Boston, si je dis pas de bêtises. C'était à Boston. C'était à Boston. Et on l'a senti un poil rouillé avec un Mandradès et tout. Mais quand même, dès le premier match, je trouve ce qui était impressionnant, c'est le côté rien n'a changé. Le côté vraiment pantoufle, quoi. Je me remets dans le collectif de Boston. Globalement, le socle de l'équipe, coach, porteur de balle principal, Derrick White, machin et tout, les systèmes, le rôle, l'articulation avec Jaylen Brown. Tu sens une sorte de genre de continuité malgré des mois d'absence et une saison sans lui. Ça m'a vraiment bluffé. Dans les stats, sur ce premier match, il fait 24 points, 9 sur 17. Il y a le côté très complet aussi tout de suite. 7 rebonds, 7 passes. Il fait 20... Autant pour moi, n'importe quoi. Il fait 15 points. C'était le c'est ça, c'est 15 points à 6 sur 16. Avec plus de rebonds, Et 12 rebonds, 7 passes. Ça, j'ai complètement lu les stats de Jaylen Brown. Oui, c'est ça, j'ai lu les stats de Jaylen Brown. Ouais, en fait, moi j'étais devant et le premier quart-temps, en fait, on sent quand même qu'il est en reprise. C'est-à-dire qu'il y a au début assez peu de drive. Forcément, je pense qu'il y a une crainte qui est assez naturelle. Beaucoup de distribution. Il me semble qu'il fait 7 passes décisives assez rapidement. Et puis il y a un dunk manqué seul. Il y a un énorme airball. Enfin, on sent qu'il se met qu'il se remet quand même dedans. Mais là où moi il m'a impressionné, c'est que toute fin de première mi-temps, il y a une grosse séquence où il met ses 2 premiers paniers où le TD Garden explose, et notamment un 3 points sur la gauche, un sidestep vraiment habituel de Jason Tatum qui est exceptionnel. Et deuxième mi-temps, tu sens que ça l'a mis en confiance et directement il y a plus de drive, il y a plus d'agressivité, il commence à mettre ses mi-distances et à rentrer dedans comme s'il avait juste eu besoin de ce petit déclic psychologique pour redevenir déjà un joueur de grande qualité en NBA, quoi. Deuxième match Cleveland, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que le premier quart-temps... C'est à Cleveland, là, il me semble. Oui, je crois que c'est à Cleveland. Et le premier quart-temps... Et c'est à l'heure française. Je pense qu'il y a beaucoup de monde devant ce match. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui était halluciné devant le premier quart-temps. C'est dimanche soir. Ouais, il y avait 12 points. Il me semble un 4 sur 6 au tir. Mais surtout, là pour le coup, contrairement au match juste avant, il y a des finitions avec contact qui sont hallucinantes pour un joueur qui revient de 10 mois de blessure. Et il y a un rythme, et en fait, sur ce début de match contre Cleveland, tu dis, c'est déjà de nouveau le leader en fait. Et après, ça dure pas forcément sur tout le match, parce qu'on sent que pour l'instant, c'est plus sur des séquences qu'il arrive à briller, à retrouver tout son niveau, plutôt que sur 25 minutes complètes. Mais ce premier quart-temps contre Cleveland, je pense que c'est le plus impressionnant depuis son retour. Très rassurant aussi, je trouve. Il y avait un côté... parce que le premier match, tu sens encore, effectivement, tu l'as dit, un peu d'appréhension de sa part. Et donc, du coup, en regardant le match, on la ressent. Le deuxième, il y a un côté déjà où il est... Je sais pas s'il est meilleur que dans le premier match, mais je trouve qu'il est moins rouillé. Alors après, l'adresse, c'est encore mal. Et surtout, ce qui est frappant, je trouve... On va parler du troisième match, mais je peux déjà dire ça maintenant. C'est le côté... en fait, c'est quand même un profil de joueur assez atypique, Tatum. Et tu vois tout de suite les bienfaits d'avoir un ailier aussi adroit, mais finalement, on oublie en fait le volume physique d'un mec comme ça, que c'est un vrai poste 4 dans la NBA moderne. C'est vraiment un ailier puissant. Il est fin dans ses choix, il fait penser à Kobe et tout, mais c'est un gabarit largement supérieur en termes de taille et de poids. Je sais pas combien il est exactement, Tatum, mais ça doit être un 2m4, 5, tu vois. Facile, il est... de la présence au rebond, forcément assez automatiquement, vraiment un impact, une carcasse, quoi. Moi, je trouve tout de suite. Troisième match,
enchaîner, c'est contre les Spurs. C'est ça. C'est pendant le carton d'Adebayo, donc moi je l'ai regardé que le lendemain du coup, enfin Ouais. la fin de match en tout cas. C'est Wemby là, qui fait un énorme match, d'ailleurs, on va pas parler, mais qui fait vraiment d'ailleurs, je veux le dire là, il colle 39 points, 11 rebonds, 2 contre, etc. 8 sur 15 à 3 points. Et Tatum, lui, dans c'est ce 24 match, points de souvenirs, et je crois qu'il y a un tout à fait, très 24 mauvais, à 10 sur 12, 10 sur 24 et 4 sur 14. 4 sur 14 à 3 Donc points. une Matas Bouzelis à 3 points. Ouais. 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 0 contre, une balle perdue, un plus-minus de points. Défaite quand même assez... Match est pas... Les Spurs ont la main, quoi. Bah en fait j'ai dit très mauvais, c'était un peu dur, mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a Jalen Brown qui se fait exclure dans ce match, qui s'embrouille avec les arbitres et qui arrive... C'était bien chaud. Hein, il arrive sur son compte Twitter à la mi-temps en disant bah, c'est n'importe quoi, enfin oui il est énervé. Ouais. Et Tatum, bon bah on va pas lui en vouloir, comme on a dit, reprise, 24 points c'est sa meilleure marque, mais bizarrement j'ai presque envie de dire que c'était peut-être mon match des 3. Parce qu'il y a du forcing, qu'en effet, il fait ses stats dans des moments où tu n'y crois plus, parce que les Spurs se sont dit envolés de 15 points. C'est limite le plus indifférent des 3 matchs. C'est pas le bon terme indifférent, mais celui qui laisse le plus indifférent, en tout cas, à mon humble avis. Il n'a pas vraiment pris le relais de Jalen Brown, mais c'est pas un drame après 3 matchs de reprise, quoi. Loin de là. Non. Mais on parle quand même d'un mec qui est capable de mettre 24 points. Moins d'une semaine après son retour. C'est ça, puis ce qui est intéressant, on l'a dit, autant le premier match a un petit côté chauffe et un match un peu facile pour revenir sans manquer de respect au match, mais tout de suite après, ce qui est cool, c'est des énormes matchs, puisque tu joues quand même les Cavs et les Spurs. Et là, il sort aussi d'un match, il n'a pas joué par contre Oklahoma cette nuit, ils l'ont mis un peu au repos, je vérifie juste maintenant qu'il n'y ait pas de news là-dessus, hein, vraiment en temps réel, mais non, c'est du repos. Ça doit tranquille. Et après, derrière, ce qui est pas mal, ce qui va être intéressant, à voir comment ils l'utilisent, les Celtics, comment ils le remettent dans le bain. Il continue pour sa 2e semaine. Mais tu as des matchs un peu Wizards, Suns, Warriors, Grizzlies. Et après, tu as de nouveau, et c'est là où ça va être intéressant, je pense, puisqu'il sera à 10 matchs en gros, à son retour. Il y a un enchaînement lundi 23, jeudi 26 mars. Ça joue Minnesota, ça joue le Thunder. Ah oui, là, faudrait être devant. Ouais. Là, je pense que ça peut être un bon indicateur de. Est-ce que c'est comment dire ? Est-ce que c'est raisonnable ou non de compter comme ça sur un Tatum déjà ? Est-ce qu'il est prêt ? Et dans quelle mesure les Celtics en fait sont redevenus cette espèce d'ogre quand ils sont complets ? Est-ce que toi tu as trouvé dans les matchs que tu as vus que est-ce que ça change l'équipe de Boston ? Là, vraiment le focus n'est pas sur Tatum individuellement, mais quand tu regardes l'équipe dans son ensemble, est-ce que tout de suite tu te dis ah bah ouais avec ce joueur en plus, même en termes de rotation, parce que c'est quand même c'est ça, mais ils le mettent dans le 5. Ouais. Donc en fait, ça relègue entre guillemets des joueurs normalement titulaires, ça les met dans la. Est-ce que tu le sens comment toi ça ? Pour l'instant, j'ai envie de dire, tu sens que ça va changer quelque chose. C'est un peu dur. Enfin, évidemment que il a déjà eu de l'impact, mais tu parlais de la sortie du 5, là notamment, il y a Shai Herman qui avait gagné le 5. Mais il est ressorti sur le banc, mais bon, contre les Cavs, il fait quand même un double-double, 16 points, 10 rebonds, hallucinant. Ils sortent des mecs quand même, Joe Mazzulla, c'est incroyable. Ouais. Et justement, comme j'ai dit, pour l'instant, il n'y a pas eu de match très serré. Ils s'envolent assez facilement contre les Mavs, contre les Cavs. Au final, ça se crée assez vite l'écart, même s'ils reviennent un petit peu. Et oui, contre les Spurs, tu n'y as jamais cru. Donc, ce qui peut être très intéressant dans le vrai changement que ça va faire, c'est au moment c'est dans le money time à mon avis. Là, tu sens qu'ils ont plus de puissance offensive. tu sens que y a plus. Même Jalen Brown, ça te cache un petit peu, pas dans le mauvais sens, c'est qu'il peut te faire un carton comme il faisait avant. Pourquoi parfois des premiers cartons exceptionnels qui sortent un peu plus de nulle part parce que les défenseurs sont obligés d'être plus concentrés sur Tatum. Mais sur ces 3 matchs, le scénario des matchs a fait que, comme tu disais, tu as l'impression qu'il a presque toujours été là et que ça n'a pas fait un changement drastique dès maintenant. Mais à l'avenir, attention. Toi, tu as une opinion à peu près... Je prends une petite note. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que tu te rends compte tout de suite du côté hyper polyvalent, hyper utile dans une équipe. C'est une star, mais c'est pas loin d'être une des stars les plus utiles. Parce que même quand sur le off-ball, c'est un défenseur collectif incroyable. Il couvre du terrain, il est à l'aise à la fois sur les mecs, peut-être les plus petits extérieurs, les plus mobiles, puis là en plus en retour de blessure et tout, ça lui pose problème, mais les ailiers globalement, indifféremment, il peut les prendre sans problème, quel que soit leur type de jeu, quelle que soit leur zone, les gêner, il a une longueur de bras de ouf. Il est haut sur ses jambes, il a un bassin, il est très haut sur ses jambes et tout, ce qui lui permet aussi, il a un bon sens de l'anticipation. C'est chiant, franchement c'est chiant d'attaquer sur Tatum.
Il gère très bien ses hanches, le bassin, les angles pour te fermer tout de suite. Je trouve qu'il a une capacité à monter en défense sans faire faute, sans faire de faute en plus. C'est pas le plus agressif, c'est pas Lou Dort, tu vois, puis c'est pas le joueur de foot américain et tout, mais c'est juste ce qu'il faut pour déstabiliser, etc., rendre inconfortable les prises de position de l'été adverse. Et en attaque, ce qui est marrant, on pourrait croire que c'est un reproche au départ. Enfin, on pourrait lui faire ça comme, on pourrait formuler ça, pardon, comme un reproche ou voir ça sous un œil critique. Mais moi, je trouve le fait qu'il reprenne entre guillemets tout de suite le nombre de shoots. Après, il n'aimait pas, certes, mais dans les schémas, c'est voilà, Tatum, ça va être une dizaine de 3 points pris par match, 7, 8, voilà, selon ce qui se passe, selon aussi ce que la défense donne et le scénario du match, et une vingtaine de shoots. Et tout de suite, qui est déjà cette répartition de voir, voilà, bah, ça, je trouve ça cool. Parce que il y a la hiérarchie, elle va pas bouger et tout. L'adresse, ça va revenir avec le rythme. Et franchement, j'avais hâte aussi de voir ça parce que j'avais un peu l'intuition, on va dire, que Boston étant déjà très fort, si le retour de Tatum se passe bien, ça peut vraiment changer les choses à l'Est. C'est sûr. Les pré-matchs vont plutôt dans ce sens-là, je trouve. C'est clair. Et puis, en fait, là, tu parlais de reprendre à son rythme. Ce qui est bien dans cette saison de Boston, c'est que tu as l'impression qu'ils ont conservé un peu son identité. Enfin, on en parlait, deuxième attaque, cinquième défense, deuxième net rating, etc. Mais notamment, Tatum, on voit qu'il aime bien se poser, faire le jeu justement à son rythme. Et en fait, c'est simple, ils ont tout simplement la pire pace de la ligue. Enfin, ils jouent le plus lentement plutôt que de parler de pire. Donc ils posent leur jeu. Donc pour lui, ça le fait pas cavaler dans tous les sens forcément, parce que c'est pas comme ça qu'ils attaquent. Parfois, on pourrait croire que le ballon, on lui a déjà reproché qu'il soit un petit peu statique. Bon, bah, déjà avant lui, c'était seulement la 29e équipe qui faisait le plus de passes décisives. Donc, c'est pas comme ça que se construit l'attaque de Boston. Il faudrait voir le nombre de passes par attaque. Parce qu'en fait, comme ils font moins d'attaques par match, c'est sûr. Le volume total des passes. Mais je trouve que c'est une équipe plutôt collective. Par contre, c'est vrai que c'est un peu les anti-Hornets, quoi. C'est vraiment la volonté de presque ralentir le jeu. Et c'est pas Tatum qui va. C'est pas le plus friand de défendre fort, contre-attaquer et partir en courant. C'est pas. Non, clairement. Ouais. Et puis, sinon, dans le reste, ce que j'ai noté, ils sont 4e dans. Justement, tu parlais des pourcentages au rebond. Ouais. C'est-à-dire qu'ils captent plus de 52% des rebonds dans leur match. Donc là, Tatum, tu parlais de sa taille qui allait aider. Ça s'inscrit là-dedans. Et de toute façon, Boston en général, ils sont trop forts. Là, t'as Vucevic qui est absent, tu vois Luka Garza qui rentre, qui met ses 3 points. Enfin, c'est incroyable, Mazzulla, et ça m'a l'air du coup d'être le meilleur coach et le meilleur système pour son retour, tout simplement. Après avoir dit tout ça, en effet, on peut se poser la question de est-ce que ça devient les favoris à l'Est selon toi ? C'est peut-être un petit peu brut de décoffrage comme question. C'est encore un peu tôt, mais pour moi, de toute façon, c'était déjà une des 2-3 équipes capables d'aller, je pense, de remporter cette conférence. Je vois pas pourquoi ce serait moins en fait sans Tatum. Au pire, il est pas capable d'enchaîner avec l'intensité des playoffs et tout, et ils vont pas. J'espère vraiment, je crois qu'ils vont pas faire les cons avec le temps de jeu, etc. Hier, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas pu voir encore le Thunder Celtics qui a eu lieu l'année dernière. Mais tu vois, je trouve ça intéressant. On tourne tôt ce vendredi. Ouais, je trouve ça intéressant en creux d'aller le regarder, notamment parce que le Thunder, on l'a vu en ce moment, ça tourne, et ils perdent que de 2 points sans Tatum, les Celtics. C'est vrai. Et pour voir notamment qui a repris des shoots et tout, mais là j'étais en train un tout petit peu de regarder la feuille de match. Bon, Jalen Brown évidemment monte à 25 shoots. C'est Pritchard qui en prend 17, Schneiderman. Et voilà, on retrouve 10 shoots pour Baylor, là, ouais. Mais tu te dis que cette équipe-là, en fait, Tatum, c'est 2 choses en même temps qui vont pas ensemble, mais c'est à la fois une sorte de cerise sur le gâteau bien complet, sur le gâteau Celtics. Donc il y a un côté luxe, mais c'est en même temps un espèce de meilleur ouvrier de France qui peut tout à fait ne pas se voir lui comme mais comme jouer dans le côté mécanique, rouage et se mettre au service. Franchement, je pense je te dis pas non plus qu'il va faire que le pompier, mais si il se rend compte que l'adresse revient peut-être pas tout de suite tout ça et tout, peut-être que même lui dira je prends un peu moins de shoot, par contre je vais un tout petit peu monter, en tout cas dans la mesure où je peux le faire, où mon corps suit et tout, sur des missions défensives ou sur peut-être même initier les attaques, parce que créer le premier décalage, aller toucher la raquette en dribble, parce que ça c'est un truc qu'il peut faire aussi assez facilement, déborder un premier défenseur, juste toucher la raquette en dribble pour obliger la défense à se décaler, créer du jeu comme ça, voire même peut-être aller... Pourquoi pas, moi je pense Mazzulla va y penser aussi. Est-ce qu'il y a de nouveau ce qu'on voyait parfois, une recherche de jeu à 2, peut-être qu'il devient poseur d'écran pour Jalen Brown, des choses comme ça, tu vois. Et c'est là où Tatum est quand même un joueur, je pense, admirable et hyper fonctionnel. Si ça se passe bien, il va devenir cette espèce de cerise sur le gâteau, tout en étant
cet ouvrier, cette huile dans le... Je sais pas comment on dit ça, tu sais, dans les portes qui grincent là. Oui, bah l'huile c'est très bien. Oui. Ouais, c'est de l'huile, ouais. Pour fluidifier les rouages et tout. Et il y a peu de joueurs en fait, quand tu y penses, qui amènent... C'est là où Tatum est assez extraordinaire. Qui amènent, j'avais envie de dire, presque autant. Ouais, mais c'est parfois aussi ce qui lui desservait avant dans les courses au MVP, etc. C'est qu'il est part d'un truc qui reste peut-être l'institution Celtics plus grande que lui. Et c'est un peu la différence que tu peux faire entre saison régulière et playoff. Là, pour l'instant, j'ai cité des mecs, Shireman, je peux citer Hugo Gonzalez aussi, qui... Là, c'est un truc de geek NBA, mais c'est rebond, je suis trop fan. Il saute à 5 mètres pour les choper à chaque fois. Je sais plus, je crois qu'il fait un match en live à un moment. 18 points, 16 rebonds. Il y a un match comme ça. Et donc, c'est des gars qui font que cette équipe des Celtics est incroyable en saison régulière et a réussi à fonctionner sans lui. Mais on sait tous que même les Celtics, une fois arrivés en playoff, la rotation elle se diminue. Tu fais plus confiance à tes talents supérieurs, etc. Et il a déjà montré qu'il sait le faire en playoff. Parfois, il a été critiqué parce que les gens aiment bien critiquer Tatum, mais il y a des matchs 7 à 50 points de souvenir, ou 40 points, je sais pas. Il a déjà fait des choses exceptionnelles. Et on sait qu'une fois arrivé en playoff, c'est ça, il va sortir du gâteau pour être plus que la cerise, quoi, pour être tous les fruits que tu veux dans ton bac à légumes. Mais c'est ça, en playoff, il va réussir à prendre le rôle qu'il doit prendre. Et j'ai aucun doute là-dessus, et il fait partie de cette franchise où tout le monde est trop intelligent. Et c'est peut-être un peu même énervant. J'allais dire, ils sont... Ça fait 10 ans qu'ils ont des bonnes saisons. Les Celtics, ils sont... C'est un peu l'anti-Kings. Ah bah c'est complètement... Non, puis dans la fiction, t'as cette espèce de personnage qui revient un peu toujours. Pour les fans des Castor Junior, Donald, c'est un peu contre en bonheur. C'est le mec, non seulement il est bon, mais en plus il a de la chance. Je trouve le trèfle, en plus, symbolise ça. Tu sais pas, il y a des gens, tu sais, qui sont jamais loin des problèmes. C'est pas forcément de leur faute, mais des problèmes. Et il y a des gens, au contraire, t'as l'impression qu'il y a une espèce de coup de pouce tout le temps. Qu'ils ont le petit truc en plus au départ et qu'en plus le vent est. Cet ami qui est trop beau, mais en plus il est super sympa. Ouais, tu vois, il y a un truc. Et non, mais puis en plus c'est lui qui va gagner au loto. Tu sais, t'es là, genre, mais évidemment que c'est lui qui va gagner au loto, alors que tu vois, il est bien né, sa famille en tant qu'un parent, mais ça va. Il y a pas de c'est lui qui gagne au loto. Les bons acteurs, tu découvres qu'ils savent super bien chanter et jouer de la guitare en même temps. Ouais, c'est le mec énervant. Et même un truc où tu te dis que là, quand même, c'est pas du tout son terrain. Genre un jour, je sais pas, j'ai pas le bon exemple, mais tu te retrouves dans un truc un peu, parce qu'évidemment, ce serait le sous-entendu, c'est qu'il a un peu de bonne famille. Oui. Donc tu vas au fin fond du ghetto, je sais pas quoi et tout, et t'es avec lui et tout, et tu trouves qu'en fait le mec il est hyper à l'aise aussi, il s'est skaté de ouf, et en fait il s'est chargé, tu sais pas pourquoi, mais oui il s'est manié le Glock. Même ça, il est là, oui, parce qu'en fait tonton lui avait appris un jour, il avait fait un stage. Non mais c'est désespérant. Voilà, les Boston Celtics, c'est genre les fans des Bulls et des Kings. Ceci dit, pour finir vraiment sur Tatum, les Celtics et tout. Moi, je suis très, très, très curieux là des prochains. C'est un truc que je vais regarder. Là, je te dis, je vous le redis, je le rappelle, mais donc il y a faut espérer qu'ils jouent, mais il y a du Timberwolves. Les quelques gros matchs, un peu odeur de playoff là. J'aimerais bien de voir, même s'ils vont jouer des gros de l'Est. Ouais, contre le Thunder. Alors contre le Thunder, mais j'aimerais bien dans le calendrier. Attends, je vais prendre 2 secondes, Robin, mais je trouve que ça vaut le coup d'aller voir un petit peu. J'aurais dû le faire avant. Tu sais quoi, il y a un 30 mars, il y a à minuit en plus, il y a un Hornets Celtics. Tu peux voir le coup. Après, ouais, mais. Ça me fait rire qu'on parle de Hornets comme ça maintenant. Alors voilà, il y a. Ah putain, le problème c'est que c'est 3 matchs avant la fin de saison. Il y a un Knicks Celtics. Espérons qu'il y a encore un peu d'enjeu ou qu'il le joue. Il n'y a pas tant que ça d'affiches. Il y a du Heat et des Raptors quand même. Ça va être des matchs où les Heat et les Raptors vont se battre pour avoir la place qualificative directe en playoff. Ça peut être intéressant. Ok. Je te dis pas que c'est le top 4. Hein, forcément, non, mais voilà. Non, mais c'est bien. Tu vas avoir ces matchs pour vraiment voir ce que les Celtics ont dans le ventre, et peut-être que Joe Mazzulla les utilisera justement comme vrai premier test. Ouais. Mais pour conclure, superbe réintégration de Jason Tatum, et on est très heureux de voir ça tout simplement. Ok, donc plein soleil sur Jason Tatum pour l'instant, c'est ça. Et pourquoi plein soleil? Et Robin qui rigole parce que c'est l'heure de la météo des Français. Malheureusement, Jason Tatum n'est pas né à Chartres. Non, on rajoute un petit. Donc on peut pas le mettre dans cette météo. Mais il y en a d'autres qui ont fait des belles semaines. Bilal Koulibaly, bravo. On en parle surtout. Oui, c'est ça. En fait, c'est surtout pour son match d'hier, quoi. Bah oui. Globalement, 29 points, record en carrière. Ouais. Avec un shoot improbable pour égaliser avec la planche, où tu vois que le banc des Wizards est presque dégoûté qu'ils le mettent. C'est pas pour faire de la parce qu'ils sont aussi dans le tanking un peu. Ouais, clairement. Mais c'est bien qu'il arrive à faire ses perfs. J'avais noté
aussi, contre le Heat, on va en reparler, il n'y a pas que des choses positives, mais il fait 10 points, 7 rebonds, 6 passes D, il y a eu 17 points face au Jazz, donc c'est une semaine assez complète où tu sens qu'offensivement, il y avait des débats parfois autour de ce rôle dans le 5 majeur, etc., mais il n'y en a plus trop, quoi. On l'a mis aussi dans le soleil, on verra ça plus tard. Parce qu'il passe aussi à travers les gouttes. Oui, on va en reparler. Métaphore Evelyne Delia, là, sur la météorologie. Allez, j'enchaîne Robin, parce que ils comprendront. Ousmane Dieng, qui désormais porte le maillot des Bucks. Ouais. Mais, et d'ailleurs, ça lui a fait beaucoup de bien, quoi, de changer d'équipe. Ousmane, malheureusement, il reste sur un match, pour ceux qui iront voir, de 0 points, 0 rebond, 0 passe D, mais il était complètement malade et il est sorti après 13 minutes parce qu'il ne pouvait pas tenir son rôle. Mais avant ça, pareil, il y a un 11-8-9 face au Jazz, il y a 12 points 10 rebonds face aux Suns. La semaine d'avant, il avait mis des 13, des 14 points. Ouais. Il est titulaire aux Bucks. Ouais. Et c'est le complément de Giannis sur les ailes. Et franchement, ça devient un des petits chouchous des fans de Milwaukee en cette fin de saison. Tu vas dans le Reddit des Bucks, par exemple, ils en parlent en mode super pieux, ils sont très contents. En même temps, ils n'ont pas non plus forcément de quoi se réjouir. Mais en dehors de ça, le profil d'Ousmane, et ça, ils ont bien compris, est hyper intéressant. Faut se rappeler qu'au départ, c'est quand même un joueur qui est formé plutôt pour être meneur. Ouais, il est technique. Hein. Et très grand. Et du coup, là, aujourd'hui, ça va devenir plus un ailier avec une capacité de connecteur, un peu point forward, comme on disait avant, mais capable d'initier ou même d'être un deuxième passeur dans une série d'actions. Ça peut faire penser un peu à ce qu'on prête à Batum, ce côté, tu vois, intelligence de jeu pour un ailier, capacité à la passe. Il est plus créatif, je pense, à la passe. S'il commence à avoir de l'adresse à 3 points, en défense, il est bon. Il n'y a pas de raison. Tu sais que l'ensemble de ses qualités et tout peut lui-même. Au début, j'avais du mal, mais je me demande peut-être un futur vrai titulaire NBA en fait. Là, on est en train de le dépeindre avec comme un joueur qui n'a que des qualités. On va voir comment ça se passe, mais moi, ce que je vais rajouter par rapport à ce que tu as dit, c'est son handle pour sa taille. C'est vrai que sur des actions, tu vois, il a vraiment des actions flash, d'éclat. On en parlait au début de l'émission, un peu comme Bouzelis, où d'un coup, tu vas le voir faire 2 dribbles dans le dos entre les jambes, un step back qui rentre et t'as tout le banc des Bucks qui est choqué qu'il sache faire ça. Pour l'instant, c'est un peu trop de flash et pas une régularité dingue, mais là, Milwaukee, il a l'occasion d'installer cette régularité et s'il le fait, en effet, je te rejoins, ça peut être un super titulaire en NBA. C'est un bonne plateforme pour faire ça, pour s'installer là, Milwaukee, sur les quelques matchs qui restent. Ouais, c'est vraiment des Français qui m'intéressera le plus la saison prochaine, je pense. Ça marche. S'il reste à Milwaukee. Le dernier, sur lequel malheureusement il fait un peu moche. C'est même l'hiver. C'est l'hiver là. Ouais, Alexandre Sarr. Alors, il a fait des très bons matchs en plus. Oui. Notamment offensivement. Je pense que vous comprenez pourquoi il est là. Il y a un truc qui va rester sur sa carrière toute sa vie, quoi. C'est 83 points de BAM. Évidemment, ce match-là, il joue que 20 minutes. Mais au premier quart-temps, c'est lui qui prend les 31 points sur la bouche. La foudre, la neige, la tempête de BAM. C'est lui qui lance la soirée, on va dire. C'est vrai qu'il y a un peu un raccourci de dans ta tête les 81 points, alors que c'est pas du tout ça, mais c'est le match-up sur le moment. Du coup, on l'a mis là parce que c'est vrai que moi je voyais certaines. On fait un peu des raccourcis, mais ça reste. Ça fait penser notamment pour les plus vieux à Jalen Rose. Ouais, mais moi j'ai la référence. Ouais, je te jure, qui est connu parce qu'en fait, alors que pourtant les défenseurs se relaient, il y a des prises à deux, pas pareil que là contre BAM, et puis on va pas revenir sur ce qu'on disait, le côté dérèglement au bout d'un moment du jeu, donc c'est complètement con de cibler un mec. Mais n'empêche que Jalen Rose. Et je pense que ça a dû quand même bien le saouler. Des fois, il en parlait. C'est monsieur, j'ai pris les 81 points de Kobe, c'est moi le défenseur. Par contre, il a su tourner dans un spot de pub, je sais pas si t'avais vu. Jalen Rose. Ouais. À l'époque, je peux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en gros, il croise Kobe dans un bar, il est en train de commander, et au même moment où on lui demande vous voulez combien d'olives ou je sais pas quoi dans votre martini, je crois que c'est 80, ça. 81. Il y a Kobe qui fait 81 et tout, et il y a Rose qui fait. Donc, c'était un peu le spot. À l'époque, Kobe était encore là pour faire des pubs. Peut-être qu'on retrouvera BAM, voilà, des idées pour nos amis du marketing. Peut-être qu'il y a un truc à faire, voilà, avec Alex, je sais pas. En fait, c'est ça qui est presque dommage, c'est que vu le profil du joueur, peut-être que dans ses carrières, il y aura des moments où il sera en course pour le DPOY, et il y a quand même des gens qui vont dire tu peux pas le donner à un gars qui a pris 83 points alors qu'il en a pris que 31 et c'était sur un carton, et ça arrive à tout le monde de prendre une sauce sur un carton. Non, mais ce sera une petite punchline comme ça. Mais cette punchline va rester toute sa carrière. Et là où tu le disais que Bilal passe entre les gouttes, c'est que il est dans le match quand même, Bilal. Et même au-delà de ça, sur le 4ème carton, celui qui part complètement en saucisse, il y a rapidement des prises à 2-3, mais en fait le défenseur entre guillemets principal sur BAM sur ce 4ème carton, c'est Bilal. Et quand les prises à 2 à 3 sont très mal faites, il n'y est pas pour rien. J'adore Bilal et on sait que c'est un bon défenseur, mais sur ce carton, si vous voulez regarder,
Bilal a son mot à dire dans le fait il a participé à ce record un peu à sa manière. Désolé pour lui. Non, Donc, mais c'est vrai qu'il est. C'est pour ça que je disais qu'il est passé entre regard et goutte. En fait, faut avoir vu le match déjà en entier et avoir la capacité d'analyser ce truc-là et tout pour cibler Bilal, alors qu'Alexandre Sarr est une cible facile. Bah ouais, même malheureusement post, pour lui. Mais on va passer à la hot tech. C'est ça. En tout cas, belle météo des Français. Il y avait des choses à dire cette semaine. Bravo à eux. Désolé. Et j'en profite pour enchaîner sur la hot tech. Dis-moi tout. Parce qu'Alex Sarr va se venger. Ah bon? Ah oui. Allez. Moi je pense que c'est son profil, grand, à la Adebayo, un peu grand, avec un peu de dribble, capable de mettre un point. Et je le vois bien cette semaine, en espérant qu'il joue et que voilà, mais défoncer son record en carrière. Ok. Alors je sais plus à combien il est, parce qu'au début je vais pas te mentir. Il est à 30-34, un truc comme ça. J'avais la même hot tech pour Wemby au départ. Ouais. Parce que je sais pas si tu as vu, pendant ce temps-là, je cherchais le record d'Alex Sarr, si tu as vu le moment, la conférence de presse, enfin c'est pas vraiment une conférence de presse, tout après-match là, où quand le match des Spurs est fini, on parle à Wemby de ce qu'a fait Bam. Tu l'as vu? Non. Dit, si, Wemby, si, pas et il met longtemps à réfléchir. Ouais. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est inspiration sur match et tout, et il dit oui. C'est moi, peut-être que j'interprète, mais t'as l'impression qu'il se retient de dire une dinguerie. Ouais, un peu. On est d'accord? Ouais, clairement. Il est passé quelques tweets aussi dans le sens là, et j'étais d'accord. T'as l'impression qu'il se dit, je le dis ou je le dis pas? Je le dis comment? Ah, je le dis pas. Ah, quand même. Et tu vois, il y avait, je sais pas ce qu'il aurait pu dire, mais je pense qu'il a pas trouvé la bonne formule. Et du coup, il a lâché l'affaire. Mais qui devait chercher à dire un truc du genre, ouais, prenez garde, quoi, tu vois. Mais sans forcément dire que c'était lui, ou sous-entendre que quelqu'un allait le battre, ou que ça pouvait, je sais pas. Il a fini par dire que il y avait beaucoup d'inspiration dans cette ligue. Quoi que ça veuille dire, entre guillemets. Je cherche, ça a l'air d'être 34, là, 34 Alex Sarr, donc il va le torpiller, il va dépasser les 50 parce qu'il va avoir un peu de. Ok. Les 50 carrément. Ouais. Bah si Bam sur l'échelle du Bam 83, moi c'est le nouveau dosage. J'ai juste peur que Brian Keefe le laisse pas assez jouer pour qu'il fasse ça, mais battre le carrière high, je te suis, 50 points. Bon après tout est possible maintenant. Je refuse de vivre dans un monde où on a peur de Brian Keefe. Je comprends. Quoi que ce soit. Non, voilà ma hot tech. Ok. Ça se rapproche de celle de la semaine dernière, la mienne de la semaine dernière pour rebondir là-dessus, c'était Maxime Reynaud. Franchement, t'as eu chaud, hein, parce que le match où du coup les Bulls perdent, il est en 26-12, mais il est à 26 points, il reste 6-7. Pour moi, tu l'as validé. Hein. Il a 6-7 minutes, il reste 6-7 minutes à jouer. Moi, j'étais comme ça devant la télé, j'étais sûr qu'il allait le faire, et là, il est freeze, il a plus un ballon de mon coup ou de Russ, mais bon, il est resté à 26, donc c'est gentil, mais c'est pas validé. Moi, cette semaine, je m'attaque à une équipe qui reste sur 7 victoires en 8 matchs. Et pourtant, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine et les Lakers ont fait 4 défaites consécutives cette semaine. Leur calendrier, il est chaud comme ça? Ils jouent les Nuggets à domicile. Okay. Après, ils se déplacent 2 fois contre les Rockets. Donc, boum. Ça ferait mal de perdre 2 fois contre des adversaires directs, mais c'est pas impossible. Et sinon, ce serait pas une hot take. Et en back-to-back du deuxième match contre les Rockets, ils se déplacent. Le gars a étudié le calendrier quand il est en back-to-back il se déplace à Miami. En plus, il y a un peu de trajet. Ouais, et puis il y a des boîtes de nuit avant. C'est comme George Best. Il y avait la plage entre. Il y avait un bar entre chez moi et la plage. J'ai jamais vu la plage. Bon, à Miami, il y a des boîtes de nuit et des clubs entre la salle et l'hôtel des Lakers. Puis Miami, ils sont chauds. Donc, la défaite. Je te suis, mais le double Rockets, je l'ai. Mais c'est l'habitude de dire qu'en général, tout ça fait toujours un partout. Un partout, ouais. Mais justement, c'est pour ça que c'est une hot tech, tu l'as bien dit. Exactement, et puis c'est cette semaine-là qu'ont eu les Wolves avec 3 défaites de suite. Je pense que les équipes vont un peu succéder à faire des trucs comme ça. Et je dis pas qu'ils sortent du top 6 parce que j'ai vu que les Suns notamment avaient aussi un calendrier pourri cette semaine. Ils jouent à Minnesota, à San Antonio, des trucs comme ça. Donc ils vont prendre des tôles aussi. Ouais. Mais peut-être que le top 5, peut-être qu'ils vont être plus proches du 7ème que du 5ème à la fin de la semaine prochaine. Okay. Voilà. Et bien sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un record en carrière en points d'Alex Sarr, 4 défaites de suite pour les Lakers. Désolé. Sans doute d'autres dingueries parce que là la NBA, oui, vous l'avez vu cette semaine et pardon, on a fait un peu plus long que d'habitude mais parce que l'actu était chargée. Il y avait de quoi dire. Et il y avait de quoi dire, il y a quand même un mec qui a mis 83 points notamment, voilà. Je n'arrive toujours pas à y croire. Essayez de nous trouver une question pour que nos intros soient mieux préparées avec cette fameuse question, donc je sais pas. Ça, on va y réfléchir, Robin. Ouais. Et voilà, et puis avec plaisir pour déjà la semaine prochaine, ce sera le 9e Week Pass déjà. Exactement, là on dépasse les 2 mois, donc merci de nous suivre. Là en plus, on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui nous suit, ça remonte dans les stats, donc on en est bien heureux. On espère que tout le monde aura cette vidéo sur son feed, on en parlait, et que vous serez encore avec nous la semaine prochaine. Salut tout le monde, passez une très bonne semaine. Ciao, ciao.